Bonsoir. Brimade, injures, raquettes, de la cour de récré Internet, un collégien sur 10 se dit victime de harcèlement. C'est le constat de la première étude d'envergure menée sur le sujet et c'est le thème de notre premier reportage ce soir. Enquête et témoignages sur cette violence à l'école. Et ensuite, direction le Kenya. Après la mort de Marie de Dieu, kidnappée par des pirates somaliens, nous nous sommes interrogés sur la façon dont vivent, voyagent et travaillent les Français qui parcourent les zones du monde dites à risque. Enfin, le monde arabe, toujours dans l'actualité. Et cette fois, il est aussi au cinéma, avec des femmes en révolte qui font la grève du sexe. Ce film, c'est La source des femmes. Il est à l'écran cette semaine. Reportage dans le village du tournage, au Maroc. Bonsoir. Globalement, nos enfants vont bien, mais il serait quand même près de 200 000 à souffrir à l'école. Des chiffres publiés la semaine dernière. Alors 200 000, ce n'est pas rien. Ce nombre, c'est celui des élèves devenus la cible d'autres enfants parce que différents, timides ou avec de trop bonnes notes. Coups, moqueries, injures, le harcèlement sur les bancs de l'école a été longtemps ignoré dans notre pays, alors qu'ailleurs, comme en Grande-Bretagne par exemple, ou dans les pays scandinaves, les autorités s'en préoccupent depuis près de 30 ans. Alertés par plusieurs affaires, nous avons mené l'enquête en France. Regardez la face cachée des cours de récréation. C'est un document de Sabrina Van Tassel. Une cour de récréation comme les autres, avec ses disputes et ses petites bagarres qui cachent parfois des dangers plus sournois. Dans toutes les écoles de France, des élèves sont martyrisés tous les jours par leurs camarades. Ils sont victimes de harcèlement collectif. Pour parer cette menace, ce collège de l'Oise a formé des élèves médiateurs, des gardiens de la paix de la cour de récré. Comme Sophie, cette élève de 4e. On a vu que vous étiez embrouillés tout à l'heure et si vous êtes d'accord, on peut vous emmener en salle de médiation pour faire une médiation. Et ça reste confidentiel? Ça reste confidentiel. Nous, on ne vous juge pas et vous n'avez pas à juger l'un et l'autre, d'accord? On ne juge pas du tout ce que vous faites. Et il y a gagnant-gagnant. Quand vous ressortirez, il n'y aura pas « toi t'as tort et toi t'as raison ». Vous serez pareil, l'un comme l'autre. Voilà. Ok. Voilà. Ce que propose Sophie, c'est une réunion de médiation au calme, quand la tension est retombée. Aujourd'hui, elle a organisé une rencontre entre deux garçons de 6e. Avec sa main bandée, Guillaume est violenté depuis le début de l'année par ce garçon masqué et sa bande. Sophie et deux autres médiateurs vont chercher à l'aider. Toi, vas-y, pourquoi tu n'es pas content? Parce que j'en ai marre qu'on m'embête déjà, qu'on m'appelle souvent Renato, etc. D'accord. Moi, je voudrais juste qu'on me laisse dans un coin, et tranquille, et qu'on arrête de se moquer de moi. Et quelquefois avoir quand même quelques amis. Donc la solution proposée, c'est que vous essayez de vous éviter un maximum et que vous arrêtez de vous embêter tous les deux. Cette médiation est une chance pour Guillaume, le bouc émissaire de sa classe, sans cesse harcelé par ses camarades. Expliquez plus en détail. On m'insulte, souvent à la récréation. On m'appelle Renato, on me donne des surnoms. Pourquoi? Pour s'amuser. Et on t'embête souvent? Tous les jours. Tous les jours. C'est quoi? C'est des insultes ou c'est physique aussi? Insultes et quelquefois physique. Une fois sur deux, on va dire physique. Tu l'as dit à tes parents? Oui, ils le savent. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? La tristesse. Au terme de cette réunion, les deux garçons ont accepté de signer un accord de paix. Je pense qu'on peut vous féliciter, vous avez fait un bon travail. En cas de violation de leur accord, ils se retrouveront devant le proviseur. Dans ce collège, les violences entre élèves sont prises très au sérieux. Mais ces médiations n'existent que dans une trentaine d'établissements sur les 11 400 collèges et lycées français. En France, 10% des élèves souffrent en silence dans la cour de l'école. Enquête sur un mal insidieux qui fait trembler l'éducation nationale. Collège Sainte-Thérèse dans l'Hérault. Ça va? Ouais? Ça va? Depuis quelques semaines, Jean-Michel Barthez est un papa qui a retrouvé le sourire. Ce père a rendu justice à son fils, après 2 ans de combat. Le 16 février 2011, pour la première fois en France, le tribunal de Montpellier a condamné l'État pour manque de surveillance envers Nicolas, longtemps harcelé dans son école.
s'est bien passé? Tu as eu des notes? Non. Pas de notes? Pendant 3 longues années, du CE1 au CM2, Nicolas a été martyrisé sous les yeux de ses professeurs qui ne l'ont pas secouru. Un bilan très lourd, 14 mois de psychothérapie et une perte de confiance totale envers les adultes. On ne subit pas pendant 3 ans des violences morales et physiques comme il a subi en se taisant, en se renfermant, en étant dans une espèce de prison, sans avoir de séquelles. Le tout est que ces séquelles cicatrisent, qu'elles existent, qu'il y ait un souvenir, mais que par le biais d'un jugement et d'une explication, que voilà, on puisse se reconstruire. On a tous. Le plus dramatique, c'est de ne pas avoir gain de cause. C'est ça, et qu'après, cette blessure s'enquiste, s'infecte, et que ça devienne carrément insoignable. Aujourd'hui, Nicolas et son père nous emmènent devant l'école primaire où le petit garçon était régulièrement agressé par 5 de ses camarades. Ça va? Ça va, t'y revenir vainqueur? Nicolas a gagné un procès mais n'a pas oublié les épreuves qu'il a subies dans cette cour de récré, sans rien dire à ses parents pendant près de 3 ans. On me tapait, puis on faisait des jeux, et puis souvent c'était moi. Ils frappaient fort quand même, donc après des fois ils amenaient des trucs, comme des couteaux par exemple. Voilà, donc à un moment donné ça m'a fait peur. Après, ils me traînaient des fois par terre devant les profs et ils faisaient rien. Les profs? Les professeurs. Les profs faisaient rien Enfin non, ils regardaient, puis à la limite, des fois ils lui disaient d'arrêter, mais rien de plus, ils convoquaient pas la mère. Donc voilà, ça continuait. Et personne n'aurait vu, ça paraît impensable. Il y a des preuves irréfutables que ça aurait pu être arrêté avant et qu'il aurait pu ne pas avoir ces pathologies et qu'il a mal été surveillé. Et là, il vous dit qu'il était traîné devant les profs. Oui, mais manifestement, les professeurs le disent, oui, qu'ils l'ont vu, mais que de toute façon, ça forge la jeunesse. Ça a dû te faire souffrir, tout ça? Oui, mais d'un côté, c'est normal parce que les profs, ils disaient rien. Donc je me dis, s'ils disent rien, c'est que c'est pas grave. Nicolas a fini par parler le jour où ses parents ont décidé de le changer d'école et de porter plainte. Une femme a su l'écouter. Elle est gendarme et a accepté de nous parler, mais sous couvert d'anonymat. En fait, cette mère de famille craint de se mettre à dos les enseignants de son village. Il était dans quel état, cet enfant? Pas bien dans ses baskets. On voyait vraiment qu'il avait besoin d'en parler tout simplement et de se sentir, d'être reconnu en tant que victime. Cet enfant-là a réellement vécu des violences, de la souffrance. Ce qui a été avéré aussi dans le dossier, c'est que c'était un enfant qui était racketté. Ce genre de faits, parfois, ont tendance à être un peu banalisés. Je pense qu'on a tous connu à un moment donné à l'école un enfant plus faible, parce que malheureusement c'est souvent ça, quoi. Un enfant plus faible sur qui on s'acharnait un petit peu. Face à la souffrance de certains enfants à l'école, l'éducation nationale semble démunie. Au rectorat de Montpellier, l'inspecteur d'académie tente de défendre les enseignants qui auraient du mal à détecter les cas de harcèlement. Il suffit d'aller dans une cour de récréation au moment où vous avez 400 ou 500 enfants et je défie qui que ce soit de tout voir. Et les jeux des enfants sont des jeux qui comportent aussi une part de confrontation physique, de violence contenue, de violence maîtrisée. Ça fait partie aussi de la formation d'un enfant. Et la vraie question, c'est à quel moment est-ce que finalement on bascule dans autre chose et de quelle manière est-ce qu'on peut être plus à même de percevoir cette bascule si elle se produit. Dans le cas de Nicolas, l'école n'a pas su repérer ce harcèlement qui n'était pas un jeu. Aujourd'hui, ses parents ont rendez-vous avec leur avocat. Il a une bonne nouvelle à leur annoncer. L'État a décidé de ne pas faire appel de sa condamnation, qui est donc définitive. Ça va bien même. Bonjour. On est arrivé jusqu'au bout. Ouais. Pour nous,
C'est génial. D'un côté, c'est un jugement sans appel, mais de l'autre, on a l'impression aussi qu'on a ouvert un peu une brèche. Ouais. Et une sorte de boîte de Pandore, et que petit à petit, il y a des gens qui s'aperçoivent que c'est quelque chose de possible. Oui. Grâce à cette victoire, Jean-Michel et Sophie Barthez ont réveillé l'espoir chez de nombreux parents. En 2 semaines à peine, leur avocat a reçu des dizaines d'appels. Il y a malheureusement d'autres personnes qui m'ont contacté pour pouvoir bénéficier d'une aide juridique parce qu'ils ont leurs enfants qui malheureusement sont dans le même cas. Ils essayaient pour les plus courageux de se heurter, et de discuter avec l'école, avec les gendarmeries, avec l'inspection d'académie, mais très souvent ils se faisaient refouler en disant vous racontez n'importe quoi, ou votre enfant vous raconte n'importe quoi, nous faisons parfaitement notre travail, il est hors de question que notre sanctuaire soit remis en cause. Tous les gens qui m'ont appelé... Cette condamnation historique va-t-elle mettre un terme au déni de justice? Car les autorités ont beaucoup de mal à remettre en cause l'institution scolaire. Dans les Pyrénées-Orientales, une mère se bat depuis plus de 3 ans pour rendre justice à sa fille. Noélanie est morte à l'âge de 8 ans. Elle était scolarisée dans ce village. Ah, vous voyez, la mairie c'est par là. Le cimetière, il est la petite route en face. Et la gendarmerie est juste, les bâtiments là, juste sur la droite. Le cimetière est là. Vous voyez à quel point pour nous, humainement parlant, c'est difficile, voire impossible pour mon époux d'aller au cimetière. On sort de là, on n'a qu'une envie, c'est de dire mais mince, on se bat pour que la justice soit rendue. C'est une vengeance pour nous la justice, mais c'est une façon de ne pas le faire nous-mêmes. Que l'État fasse son travail. À Cabestany, les enfants du village n'ont pas oublié Noélanie, cette petite Tahitienne adoptée par Christine. Elle est morte après de longs mois de harcèlement à l'école. Je regarde, des fois il y a des choses cachées, des petits mots d'enfants. Ah, un petit poney. Quelqu'un est venu apporter des cadeaux. Ah, quelqu'un lui a amené aussi un collier avec un petit dauphin. Ce que j'ai mis là sur ma fille, je vois pas quoi mettre d'autre. Celui qui ne le sait pas est un ignorant, mais celui qui sait et qui ne fait rien est un criminel. C'est pas moi qui l'ai inventé cette citation, c'est Bertolt Brecht. Je ne vois pas ce qu'on peut mettre d'autre qui résume, voilà, donc pourquoi notre enfant de 8 ans est là, quoi. En novembre 2007, Noélanie a succombé selon les experts à une anoxie cérébrale due à une crise d'épilepsie fulgurante. 2 semaines plus tôt, ses parents venaient de découvrir qu'elle était régulièrement étranglée par un de ses camarades de CM1. C'est dans une lettre d'appel au secours adressée à l'école et à la gendarmerie qu'elle prédisait sa mort prochaine. Sa maman nous la lit sans prononcer le nom de son agresseur. Donc cette lettre, elle l'a adressée à un surveillant de l'école, personnellement en main propre. Donc il avait écrit « Je te fais confiance pour garder ce secret très important. Il s'est passé un problème grave à l'école par rapport à m'a étranglé dans le rang de la 2e cour. Je sais que si je ne me défends pas, je finirai par mourir pour toujours. J'espère que ce n'est pas l'occasion. M'a déjà étranglé plusieurs fois et puis je n'arrive pas à trouver une solution pour m'aider et que je n'ai plus à en souffrir. » Elle a donné en main propre, voilà, à l'école. Ils reconnaissent l'avoir eu et avoir préféré garder ça en interne. Alors que c'est pas du tout ce qu'ils auraient dû faire déjà. Et elle a donc adressé, voilà, cette lettre, cette photocopie de lettre en complétant avec des petites choses en plus et qu'elle a postée en gendarmerie et qu'ils ont reçu le 6 octobre 2007. Voilà, ils sont venus nous voir le 7 novembre pour nous dire qu'ils avaient reçu une lettre le 6 octobre et qu'ils n'avaient pas que ça à faire, s'occuper des problèmes de cours de récréation. C'est là qu'on a appris en fait cette lettre de détresse. Mais eux, ça faisait un mois qu'ils l'avaient. Noélanie écrivait encore « J'ai peur de lui. Tu pourrais me protéger dans la cour, oui ou non ? J'ai voulu en parler à la maîtresse, elle s'en fiche complètement. Elle dit va jouer, on verra ça plus tard. Plus tard c'est quand ? C'est jamais. » Comme tous les enfants harcelés, Noélanie a caché son drame à sa mère et son père. Pour les protéger, par honte, pour ne pas les inquiéter.
On a ressorti, on a imprimé certaines photos qui étaient vraiment belles. Celle-là, elle était en train de faire la roue devant son école primaire, après la sortie des classes. On donne l'impression d'une petite fille qui était gaie. Très gaie, très heureuse. Et pourtant, a priori, elle n'était pas tant que ça. Oui, elle nous a caché ce qu'elle subissait. Faut pas nous faire de la peine, je pense. Bon, il faut voir aussi que Mélanie, c'est une petite qui était de couleur. Donc quelqu'un de blanc, les traces se voient tout de suite, des petites rougeurs. Donc elle, il faut un peu plus de temps pour que ça soit visible. Il y a une grande culpabilité, quoi. Moi, je me dis, mais comment on ne peut pas savoir qu'il existait des jeux dangereux, des jeux d'agression. Comment on pouvait ne pas savoir ça? Et quoi, une fois, elle me disait, papa, je veux pas aller à l'école, papa, je veux pas descendre de la voiture. Je lui dis, t'inquiète pas, Mélanie, je vais te récupérer ce soir. Et tous les jours, je t'amenais à la mort. Depuis 3 ans, la justice enquête pour déterminer les causes de la mort de Noélanie. Curieusement, elle n'a commandité aucune expertise de ses lettres, journaux intimes ou dessins. Grégory Michel dirige le laboratoire de psychologie et de psychopathologie de Bordeaux. Ce professeur est un spécialiste de la violence chez les enfants. Ça, c'est l'expertise que j'ai rédigée à la demande de Madame Senet. Ça, c'est son journal intime? C'est son journal intime, oui. Donc, avec des premiers faits de violence qui datent de 2006. On voit qu'elle pleure, on voit qu'elle essaie de décrire un petit peu ce qu'elle ressent, que ça va de pire en pire, qu'elle souffre et qu'elle est finalement démunie parce que rien ne change. J'ai peur, je souffre. Voilà, j'ai vomi, donc c'est des conséquences comme ça de troubles anxieux. Elle dit à un moment donné qu'elle est tombée dans les pommes. Donc c'est pas simplement un petit étranglement qui a duré 1 ou 2 secondes, c'est un étranglement prolongé, suffisamment prolongé pour provoquer un évanouissement. Elle le dit très clairement, je suis tombée dans les pommes. Et j'ai été réveillée brutalement à coups de pied. Plus troublant encore, la petite fille avait écrit des lettres d'adieu à plusieurs membres de sa famille. Je ne t'oublierai jamais, la Sophia. C'est absolument terrible. Et c'est effectivement troublant de repérer à quel point la disparition, la mort, était à ce point présente dans les lettres. Dans tous ces éléments, on sent que c'est pas une violence fantaisiste, c'est pas une violence fantasmée. Ce ne sont pas des affabulations. Malgré tous ces indices laissés par Noélanie, la justice piétine. À Perpignan, Jean-Pierre Dresneau, le procureur qui suit l'affaire depuis le début, considère que rien ne permet de penser que la jeune fille était harcelée à l'école. On dit les experts, donc dans votre dossier, sur le fait qu'elle ait écrit cette lettre à un gendarme. Est-ce que pour vous, elle affabule ? On n'a pas interrogé les experts sur ce plan-là. On a interrogé les experts uniquement sur l'aspect médical des choses et on a l'expertise. Dans le cadre... Rien ne permet de dire qu'elle n'a pas été harcelée à l'école. Non, mais je ne l'ai pas démontré. L'enquête préliminaire ne l'a pas démontré. L'information pour recherche des causes de la mort ne l'a pas démontré. Il y a au bas mot quelque chose comme 60 ou 70 témoignages qui ont été recueillis par les gendarmes sur 2 périodes et on n'a pas démontré des violences particulièrement graves à l'encontre de Noélanie Senet. Bon, je vous le répète. Alors moi, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a rien eu. Si des experts se penchaient sur le cas de Noélanie aujourd'hui, on serait envisageable de penser qu'ils découvriraient autre chose. Il nous faut peut-être examiner le dossier scolaire, les écrits, les dessins de Noélanie et reprendre les témoignages qui avaient été recueillis par les gendarmes dans le cadre de l'enquête préliminaire sur les violences scolaires. Pourtant, ces témoignages sont déjà entre les mains de la justice. C'est ce que va nous révéler une élève avocate qui connaît le dossier d'instruction par cœur. Chloé Dupin est la juriste de l'association qui œuvre pour la mémoire de Noélanie. Elle a repéré au moins 6 témoignages d'enfants recueillis par les gendarmes. Donc on a une petite fille
qui a pu observer donc l'agresseur en train d'insulter Noélanie de sale noire et de lui mettre des claques. Il a tapé Noélanie, il lui a donné des coups de poing dans le ventre à chaque récréation. Un enfant du groupe l'étranglait. Voilà, donc on a quand même pas mal d'éléments qui prouvent qu'elle était en situation de violence scolaire. Il n'y a aucun doute sur ça. Non, c'est sûr. Ayant lu moi-même les PV d'audition, j'ai pu relever de nombreux témoignages concernant des insultes, des coups, des strangulations. Donc je ne comprends pas comment on peut affirmer aujourd'hui qu'il n'y avait pas ce climat de violence autour d'elle, sachant que tous les éléments sont réunis. Je ne comprends pas. Dans le village de Kabestani, le calvaire de Noélanie n'est un secret pour personne. Nous n'avons eu aucun mal à trouver d'autres témoins. Camille et Charles côtoyaient souvent Noélanie à la cantine ou au centre aéré. Ces deux collégiens n'ont rien oublié de ce qu'elle endurait. La justice ne les a jamais entendus. C'est des garçons qui l'embêtaient et finalement, il l'étranglait, il la tapait, elle se faisait racketter. Elle avait des bleus, des fois elle portait souvent des manches longues parce que quand elle se mettait en t-shirt, elle avait des coups sur les bras ou sur même sur la gorge, elle en avait. Ça, tu l'as vu? Oui, des fois, elle faisait pas exprès, mais des fois on voyait du bleu ou une trace rouge sur sa peau et elle nous disait que les garçons ils lui faisaient du mal des fois. Les gens ils s'en prenaient à elle à cause de sa couleur de peau, mais... Puis elle était plus faible aussi, je pense. Les gens ils voyaient qu'on dirait rien, elle était un peu... Comme ils voyaient qu'elle était un peu isolée, qu'elle n'avait pas trop d'amis, ils savaient qu'elle dirait rien et que c'était une proie facile. Mais tout le monde sait qui l'étranglait ou pas? Oui, tout le monde le sait. Oui. En tout cas, tous ceux qui étaient dans l'école où elle était. Aujourd'hui, Christine Séné nous emmène chez son avocat. Elle souhaite nous montrer une lettre d'excuse que l'agresseur de Noélanie a rédigée à la demande de sa maîtresse, quelques mois avant la mort de la petite fille. Voilà, je m'excuse Noélanie de t'avoir insulté, de t'avoir tapé, et aussi je ne recommencerai pas du tout. Et aussi tous ceux qui t'ont tapé, c'est à cause de moi. Mais je ne dirai plus rien à tous mes amis qu'ils te tapent plus et insultent plus. Eh bien, c'est l'agresseur de Noélanie. Voilà, donc encore une fois, nous n'inventons pas ce genre d'éléments. Donc il l'avoue, il le reconnaît. Il reconnaît ouvertement finalement les agressions subies par Noélanie. Ce garçon est aujourd'hui en 5e. Ces derniers mois, 2 parents d'élèves l'ont mis en cause. Le jeune adolescent mettrait leurs enfants en danger. Nous avons des témoignages qui ont d'ailleurs été joints dans le dossier. Effectivement, ce jeune enfant qui est maintenant au collège poursuit ses agressions, ses actes avec un couteau de boucher quand même. Ce qui est quand même assez étonnant. On n'est plus dans la fiction, aujourd'hui on est dans la réalité. Il y a qu'un enfant qui au moment des faits, on plaidait son jeune âge finalement, la conscience de l'enfant, l'innocence de l'enfant. Ce n'est pas l'innocence aujourd'hui. Dès lors qu'il poursuit ses actes, je pense qu'aujourd'hui, il y a un grave problème, en tout cas au niveau des services publics, de l'encadrement, en tout cas, des enfants. Ni l'institutrice, ni les gendarmes de son village n'ont accepté de s'exprimer sur ce dossier. Plus de 3 ans après la mort de la petite fille, la justice a choisi de classer l'affaire. Pour Éric de Barbieux, Noélanie est l'emblème du harcèlement en France. Depuis 1 an, cet ancien instituteur est chargé par le ministère de l'Éducation nationale de trouver des solutions pour lutter contre ce fléau. Il est préoccupé par un harcèlement d'un nouveau genre qui se poursuit même après l'école. Voici comment des élèves se regroupent aujourd'hui sur Internet pour harceler leurs camarades. Elle va souffrir, à moi en tout cas qu'elle ne s'étonne pas, je vais lui foutre des droites. On commence par la torturer, on va la tuer tout de suite, règlement de compte avec la Mongole. Crève. Elle me dégoûte trop, cette meuf putain. Vous voyez, c'est des choses, mais c'est lourd. Bon, il s'agit d'une jeune fille de collège. Le texte est 8 pages d'un genre comme ça, qu'elle reçoit toutes les heures, toutes les 2 heures, quelquefois par groupe de 10. Bon, évidemment, la gosse, elle prend peur, c'est normal. Facebook ou MySpace,
Aujourd'hui, la plupart des adolescents ont un espace personnel sur Internet qui les rend très vulnérables. Si vous voulez, le problème du harcèlement, du cyberharcèlement, c'est que ça abolit l'espace et le temps. Bon, il n'y a pas d'espace clos. Hein. Je veux dire, la gamine, le gamin qui reçoit ça par SMS, souvent par SMS, parce qu'Internet, il ne faut pas oublier en plus que la plupart des gosses, maintenant, ils ont accès à Internet, mais par leur téléphone portable, ça se passe au milieu de la classe. Ça se passe à 2h du matin chez eux. Et immédiatement, ils pensent que le monde entier, c'est vrai, c'est leur monde à eux, hein, le voit. Donc bon, bien sûr, les conséquences là, peuvent être assez dramatiques sur le plan de l'image de soi, sur le plan comment dirais-je, de risque de dépression, des choses comme ça. C'est multiplié maintenant, les risques de harcèlement, avec ces phénomènes de cyberharcèlement. Dans ce monde du silence et des réseaux sociaux menaçants, certains sites tentent de venir en aide aux victimes. Il y a 6 ans, Aurélie a créé un blog pour les boucs émissaires. Un espace où les adolescents peuvent raconter leurs souffrances tout en gardant l'anonymat. J'ai 35 pages de blog. Quel genre de témoignages vous avez? Beaucoup d'adolescents, de jeunes adolescents, souvent en 6e, 11, 12 ans, 13 ans, qui sont victimes de moqueries sur leur poids, leur couleur de cheveux, ou n'importe quoi, un tout petit détail sur leur façon vestimentaire. Beaucoup de moqueries, d'insultes, mais je crois qu'on peut les compter par centaines facilement. À 20 ans, Aurélie revit souvent le cauchemar qu'elle a enduré au collège. Frappée, insultée, humiliée par 4 garçons pendant sa 4e, elle a plongé dans une lourde dépression qui lui a laissé des traces. Elle se voit plus trop, j'en ai là. Pourquoi vous faisiez ça? Vous faisiez ça comment? Avec un cutter ou avec un ciseau pour évacuer en quelque sorte, pour me concentrer sur autre chose. Je m'en prenais à moi-même aussi. C'était une façon pour moi de me dire mais t'es bête. Et je m'insultais en fait en me coupant la peau. C'était un moyen d'évacuer, de penser à autre chose. Enfin, de me concentrer sur une douleur physique et pas mentale, vu que j'arrivais pas à exprimer ce que je ressentais, j'arrivais pas à dire maintenant j'ai les mots, mais à l'époque j'avais pas les mots, j'arrivais pas à dire maman, je me sens humiliée, maman, j'ai pas l'impression d'être un être humain. Donc je le faisais comprendre comme ça. C'était pas une bonne manière de communiquer, mais sur le moment, ça me faisait du bien. Pendant plusieurs années, Aurélie a déserté l'école pour suivre des cours à domicile. Aujourd'hui, elle est en fac de droit. Bonjour. Et le week-end, elle suit des cours de criminologie en région parisienne. Car Aurélie veut mettre son passé de victime au service des autres. Ce dimanche, son professeur a préparé un cours qui va faire écho en elle. Il s'intitule « On n'est pas une victime par hasard ». On n'est jamais victime par hasard dans le regard du criminel, dans le regard de l'agresseur. Dans sa tête à lui, il y a bien quelque chose qui retient son attention pour s'en prendre à vous et pas à une autre personne. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi ces victimations comme ça? Pour réfléchir sur ce thème, le professeur de criminologie a invité Patrick Dils, la victime de l'une des plus grosses erreurs judiciaires françaises. Bonjour à vous tous, et merci d'être là ce matin pour... Accusé du meurtre de 2 enfants, Patrick Dils ne s'est jamais défendu. Il a fait 15 ans de prison avant d'être innocenté. Selon lui, c'est au collège qu'il aurait appris à subir en silence. Moi, cette période-là, je l'ai très très mal vécue. Je l'ai très mal vécue, pourquoi? De par la couleur de mes cheveux, par mon grand nez, mon physique, par ma mauvaise démarche. Donc à l'école, effectivement, j'ai eu droit, dans un premier temps, à des colibés, ensuite à une mise à l'écart, et ne pas être capable de pouvoir l'expliquer, ne pas être capable de pouvoir crier au secours, demander de l'aide, eh ben, c'est là, je pense, où a véritablement commencé indirectement cette descente aux enfers. Les élèves sont-ils marqués à vie par les humiliations subies à l'école? Aurélie a tenu à témoigner pour expliquer qu'elle n'arrive toujours pas à se libérer de ce fardeau. Bonjour, je m'appelle Aurélie. Il y a quelques années, en classe de 4e, j'ai été ce qu'on appelle un souffre-douleur bouc émissaire, victime de harcèlement entre élèves. Ça a été des coups de poing dans le dos, des coups de pied, me tirer par le cartable. Ça a été me cracher dessus aussi. Aucun respect, j'avais plus de respect, plus rien.
Et donc je me suis retrouvée toute seule. Ils en ont profité. Donc après, c'était des moqueries. T'as vu ta tronche, franchement, avant de te balader, t'es trop grosse, t'es énorme, on dirait une grosse vache. Comment s'en sortir quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit de toute façon tu vas crever, tu es bonne à rien? Forcément, vous avez ça dans votre tête constamment. Alors j'ai fait un long travail, j'étais en psychothérapie pendant des années. J'ai arrêté de me scarifier, maintenant je suis plus phobique scolaire, maintenant je suis en première année de droit et maintenant je suis ici avec vous. Est-ce que vous avez des questions? Dans la salle, le témoignage d'Aurélie a bouleversé plusieurs étudiants. J'ai profité du cadre, en tout cas de l'espace qui nous est donné ici pour confirmer ce que tu dis. Je pense que personne ne se rend jamais compte de ce que c'est. J'ai jamais eu aucun ami du CP au lycée. Jamais. Même peut-être à la maternelle. Et contrairement à toi, je m'isolais pas. Mais j'allais avec ceux qui étaient méchants avec moi pour pas être toute seule. Parce que je savais que si j'étais toute seule, ça serait pire. Comme tous les traumatismes de l'enfance, le harcèlement à l'école façonne les souffrances futures. D'après les psychiatres, les élèves harcelés ont 4 fois plus de risques de devenir suicidaires à l'âge adulte. On vient de le voir dans ce document de Sabrina Van Tassel. Parler, informer, lever le tabou, c'est un des moyens de prévenir le harcèlement scolaire. Le ministère de l'Éducation nationale a aussi édité des guides de sensibilisation ainsi qu'une charte contre le cyberharcèlement. Pour ce qui est de l'affaire de la petite Noélanie Séné, le dossier est classé sans suite, comme nous l'avons dit dans ce reportage. Mais une information judiciaire a été ouverte en juin dernier pour homicide involontaire et une autre pour non-assistance à personne en danger. Nous suivrons bien évidemment les développements de cette affaire dans Envoyé spécial la suite. Son nom, vous ne l'avez peut-être pas oublié, il a surgi à la une de l'actualité le 1er octobre dernier. Marie de Dieu, une Française qui séjournait au Kenya, venait d'être enlevée et puis il y a un peu plus de 2 semaines, les autorités françaises